Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La librairie des humanités. Collection des éditions L'Harmattan destinée à recevoir, dans ses diverses séries, des textes couvrant tout le champ des sciences sociales et humaines. Son caractère universitaire lui fait devoir et privilège de promouvoir des travaux de jeunes auteurs autant que de chercheurs chevronnés. Ouvrage réalisé sous la responsabilité de Pierre Cross, ancien chargé de mission sur la politique de publication de l'Université Pierre Mendès France de Grenoble et directeur de la collection. Du même auteur. Aline Prévert, Un État en action contre les discriminations. De l'invention d'une politique publique à l'émergence d'une forme nouvelle de gouvernance en France. Annals of the University of Bucharest. Political Science Series Bucarest, volume 15, numéro 2, 2013, pp 61-74. Aline Prévert, Ewa Bogalska-Martin. La non-discrimination et l'action municipale. Expérience et perception des usagers et des agents municipaux. Vous avez dit non-discrimination. C. Blatier, Monsieur Polican, El Perrin Ben Sahel, Dir, Pug 2012, pp 15-41. Aline Prévert, Ewa Bogalska-Martin, Elisabeth Doutre, Comprendre les discriminations. Paradoxe et ambiguïté de l'action publique dans les expériences de citoyens européens. Sarrebrouck, Édition universitaire européenne, 2012, 171 p. Aline Prévert, Ewa Bogalska-Martin, Oscar Navarro. La discrimination sociale desde una perspectiva psychosociologica, la discrimination sociale, une perspective psychosociologique. Revista de Psychologia Universidad de Antioquia, volume 4, numéro 1, janvier-juin 2012, pp 80. Aline Prévert, Lutte contre les discriminations. Modalités d'agir de l'administration et nouvelles formes de gouvernance, management et gouvernance. Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV, 2010 tiers, numéro 3, pp 131-146. Dans la même collection. Aline Prévert, Elsa Guillelotte, Dire, La discrimination un objet indicible, Paris L'Harmattan, Col. La librairie des humanités, 2013, 238 p. Introduction. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, le présent marche dans les ténèbres. Plus certaines inégalités disparaissent, plus celles qui subsistent deviennent intolérables. A. de Tocqueville. Lutter contre les discriminations résonne aujourd'hui en France comme un mot d'ordre naturel accompagné d'un dispositif d'action et d'un réseau d'acteurs. Mais ceci n'est que très récent. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 que la question des discriminations entre dans l'arène publique et qu'elle est perçue comme un problème crucial à traiter. La promulgation de la loi relative à la lutte contre les discriminations, le 16 novembre 2001, en constitue un des symboles forts. Elle amène plusieurs questions. Pour quelles raisons une politique publique a été mise en œuvre en France à la fin des années 1990 ? Quelles sont les conditions de son émergence ? Comment se caractérise le dispositif mis en place ? Mais dans le même temps, comment comprendre un tel retard ? Pourquoi la France s'est-elle retrouvée dans une situation aussi paradoxale, celle d'être le pays fondateur des droits de l'homme assorti de principes républicains aussi forts que ceux d'égalité et d'universalité, et celle de ne pas avoir pris en compte la réalité des pratiques discriminatoires ? La France aurait-elle été épargnée si longtemps par ce phénomène ? La réponse est évidemment négative. De nombreuses études ont démontré que la discrimination constituait une réalité ancrée de longue date dans les pratiques sociales. Depuis les années 1930, celle-ci avait même motivé la mise en action d'associations de lutte contre le racisme et la xénophobie, comme la LICRA ou le MERAP. En tout cas à travers la dénonciation du traitement inégal par rapport aux origines. On l'aura compris. Ces interrogations initiales ne portent pas sur l'existence de ce phénomène social, ses raisons ou sa persistance. Bien d'autres travaux s'en sont préoccupés et s'en préoccupent encore. Elles portent sur le processus d'émergence et de formation d'un dispositif d'action publique de lutte contre les discriminations en France à la fin des années 1990. L'ambition est d'apporter un nouvel éclairage sur cette réalité encore mal connue. Il faut préciser que la délimitation spatiale de l'étude de cette politique publique ne résulte pas d'une posture ethnocentriste,
mais de la nécessité de saisir et de penser les raisons de cette mise en œuvre au regard des spécificités d'un pays comme la France. Ceci n'empêchera pas de montrer les influences extérieures, et notamment celle de l'Europe qui en la matière a eu un rôle moteur. De même, puisque le domaine de l'emploi et du travail constitue le lieu privilégié de formalisation et d'expression de comportements, de discours, de pratiques discriminatoires, il est apparu légitime de se centrer sur lui. Enfin, comment saisir une politique publique, son sens, sa finalité, comment la rendre intelligible sans en étudier ses usages, sa mise en œuvre? Ainsi, à travers cela, il s'agit de mieux comprendre le dispositif d'action publique français de lutte contre les discriminations dans le travail à travers l'étude de sa genèse et de sa mise en œuvre. Tel a été l'enjeu de la thèse de doctorat en sciences politiques à l'origine de cet ouvrage. La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations s'est rapidement imposée comme objet central de recherche. Elle représente une forme d'institutionnalisation de cette action publique et constitue en soi un symbole venant consacrer le compromis social sur la question de la discrimination, en lui conférant une dimension universelle et des moyens de coercition. Elle représente également la première référence législative à citer directement dans son intitulé « Le phénomène discriminatoire », à en rassembler les modalités d'action et à agréger la liste des motifs de discrimination prohibés. Elle témoigne enfin de la prégnance du droit comme outil de mise en forme et de résolution des problèmes publics. Le fil directeur de ce travail a donc été l'analyse de la formation, de l'institutionnalisation et des usages du dispositif public de lutte contre les discriminations dans le travail en France au travers et à partir de l'étude de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Dans cette perspective et avant d'aller au cœur de l'analyse, il convient de mieux cerner l'objet de cette recherche. Il sera proposé dans un premier temps de revenir sur la sémantique au centre de ce sujet, la lutte contre les discriminations dans le travail, section I, et sur les traditions d'études le concernant, section 2. Il sera présenté, dans un deuxième temps, la problématique générale ayant guidé ce travail, section 3, le protocole d'enquête et ses conditions de réalisation, section 4. Le plan général de cet ouvrage pourra alors être décliné. Section I, la lutte contre les discriminations, sens et usage d'une sémantique. Pour servir une telle démarche compréhensive, débuter par une étude sémantique de l'objet de recherche paraissait incontournable. Que peut-on dire à propos du terme discrimination? Que signifie-t-il? Quels sont ses usages? En quoi son association avec le mot lutte est-il riche de sens? Étymologiquement, discriminer, du latin discriminare, séparer, diviser, distinguer, désigne établir une différence entre des personnes ou des choses en se fondant sur des critères ou des caractéristiques distinctifs pertinents. Cette définition première n'induit pas l'idée d'un traitement inégal. Son sens est neutre, synonyme de distinction. C'est dans les années 1950 que l'association de la discrimination à l'idée d'une inégalité de traitement est apparue en provenance du champ de l'économie. Elle désignait une pratique consistant à vendre le même produit, au même moment, à des prix différents selon des critères très divers, en fonction de l'acheteur, du lieu, de son utilisation, etc., dans des conditions où ces prix auraient dû être identiques. Cette acception consacrant l'idée d'un traitement défavorable subi par une personne ou un groupe de personnes, ayant des caractéristiques identiques, par rapport à d'autres est devenu le sens courant du terme de discrimination. L'adjonction dans certains cas de l'adjectif positive, discrimination positive, rappelle alors que le fait d'être discriminé peut aussi avoir des conséquences bénéfiques. Si dans cet usage courant les notions d'inégalité et de discrimination se trouvent associées, il convient de les distinguer car elles ne sont nullement équivalentes ou substituables. Dans la pratique, l'inégalité recouvre une situation de fait préexistante à tout acte ou agissement d'autrui, inégalité liée à l'individu lui-même et ou à des facteurs socio-économiques exogènes, alors que la discrimination renvoie justement aux actes d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et si chaque cas de discrimination révèle bien une inégalité, un traitement inégalitaire ne constitue pas forcément en soi une discrimination. Sur un plan général, le terme d'inégalité revêt un sens neutre,
et vient s'inscrire en écho à l'idéal égalitaire au cœur de la logique de l'État-providence alors que le terme de discrimination revêt une tonalité plus active, une connotation volontariste, voire un côté accusateur. C'est en matière de droit et de définition juridique de la discrimination que se trouve la distinction la plus claire entre ces deux notions. Un traitement différentiel est qualifié juridiquement de discriminatoire, si son caractère est illégitime, cette illégitimité étant fondée sur une liste extensive de motifs prohibés, confère encadré un infra. Par conséquent, si une distinction est opérée selon l'un de ces motifs, elle constitue une discrimination. Sur le plan juridique, la discrimination s'apparente donc essentiellement à une affaire de motifs. Le terme de lutte qui lui est ici associé, lutte contre les discriminations, est riche de sens. Il s'inscrit en écho avec la connotation volontariste de l'acte discriminatoire évoqué précédemment. Ces différentes déclinaisons illustrent ce caractère actif, vaincre un mal, avec en particulier l'idée d'opposition, d'affrontement voire de résistance à une force. La notion de lutter contre qualifie un affrontement entre deux parties dont chacune s'efforce de faire triompher sa cause ou d'imposer sa domination à l'autre. Or, comme l'action des pouvoirs publics en vue de vaincre le mal de la discrimination cible principalement un espace libéral, le marché du travail, intrinsèquement producteur de discrimination et relevant d'un système juridique qu'est le droit du travail, par excellence un droit de subordination, on peut s'interroger sur sa réelle capacité à enrayer le phénomène. Ce paradoxe structurel ne manquera pas d'éclairer l'analyse conduite ici. Encadré 1. Les motifs de discrimination prohibés dans le droit français. Les motifs discriminatoires inscrits dans le Code du travail et le Code pénal font référence à des attributs de la personne physique ou à l'exercice de liberté considérées comme fondamentales et bénéficiant à cet effet d'une valeur constitutionnelle. Liberté d'opinion, liberté syndicale. L'article L225A1 du Code pénal en vigueur au 23 février 2014 définit ainsi la discrimination, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Souligné par nos soins. L'article L1132A1 du Code du travail en vigueur au 23 février 2014 dispose que aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Souligné par nos soins. Sources: Code pénal et Code du travail. Après avoir apporté ces quelques précisions d'ordre sémantique, il convient de s'intéresser aux traditions d'études sur la question de la discrimination. Section 2. La discrimination à l'épreuve des sciences sociales. L'étude du phénomène de la discrimination par les sciences sociales est très récente en France. Cette thématique n'a véritablement émergé qu'au cours des années 1990, avec une nette accélération depuis 1999, alors qu'aux États-Unis, par exemple, le thème de la discrimination a été abordé par des économistes dès les années 1960, à travers notamment les travaux de Gary Becker. L'une des perspectives principales de la recherche en sciences sociales est d'explorer le phénomène discriminatoire, l'expliquer et reconstituer la logique des comportements,
les motifs les plus ciblés par ces études étant l'origine, la race ou le genre et le marché du travail représentant le terrain d'enquête privilégié. L'objectif ici n'est pas d'établir un panorama exhaustif des travaux scientifiques produits sur le thème de la discrimination, mais de situer ce travail dans le champ de la littérature scientifique, et de montrer en quoi il s'en distingue et tente à le renouveler. Investi à l'origine par les économistes, le thème de la discrimination est aujourd'hui essentiellement traité par des juristes et des sociologues. Cette présentation sera donc centrée sur ces trois disciplines prédominantes, l'économie, le droit, la sociologie, ainsi que sur la théorie politique. Une affaire de goût ou de croyance. L'approche économique propose à la fois une définition du phénomène et un schéma interprétatif spécifique. Pour ce champ disciplinaire, il y a discrimination lorsque certains individus ayant une particularité commune semblent spécialement défavorisés en raison de celle-ci indépendamment de leurs caractéristiques productives. Cette définition a pour principale singularité de présenter la discrimination en termes de conséquences et de résultats, d'un phénomène discriminatoire, et non pas en termes d'intention. La discrimination suppose une matérialité et elle doit avoir des conséquences mesurables au niveau du marché du travail. Par ailleurs, pour les économistes, la discrimination est donnée à voir comme un phénomène irrationnel au regard de son caractère non économique, c'est-à-dire sans influence sur la productivité, sur les performances productives. Une telle pratique ne peut alors s'expliquer qu'en termes de goût, de préférence discriminatoire, ou en termes de croyance, approche communément désignée comme discrimination statistique. Selon la première perspective, la discrimination en termes de goût, discriminer revient pour un employeur à exprimer ou relayer une discrimination émanant de travailleurs ou de consommateurs, comme la conséquence d'une perception de préférence psychologique exogène. L'employeur est alors prêt à renoncer à une part de ses profits pour satisfaire son goût, autrement dit à opérer un choix irrationnel. Selon la seconde perspective, la discrimination en termes de croyances, discriminer se fonde sur des croyances en la moindre productivité d'individus, certaines caractéristiques de groupe étant projetées sur eux, phénomène appelé jugement statistique. La discrimination apparaît dans ce cas comme une contrepartie inévitable d'une maximisation du profit en situation d'incertitude, et non comme la résultante d'une volonté délibérée. Le rôle des catégories socialement instituées. En France, si de premières études conduites au début des années 1990, notamment par des démographes et des inspecteurs des affaires sociales, ont commencé à dévoiler l'existence de la discrimination liée à l'origine à partir de la problématique d'insertion professionnelle des jeunes issus de l'immigration, c'est essentiellement au travers et à partir de recherches traitant du racisme au travail que la sociologie a révélé la réalité de la discrimination raciale. Conduite notamment par des chercheurs de laboratoires comme l'URJYIS, Unité de recherche Jigration et Société, ou le CADI, Centre d'analyse et d'intervention sociologique, ces études ont permis d'objectiver et de penser la discrimination comme un fait social. Alors que la discrimination raciale avait déjà été définie comme une des pratiques du racisme, ces études lui ont procuré une consistance sociologique bien réelle et ont ouvert la voie à une action spécifique de lutte. Si l'optique était au départ essentiellement démonstrative, la sociologie a également tendu vers l'explication de ce phénomène. Pour un sociologue, analyser la discrimination revient à traiter des relations entre groupes catégorisés communément comme fondamentalement distincts et généralement inégaux. À travers cela, il s'agit de saisir comment les structures sociales historiquement construites ou catégories sociales instituées tendent à susciter, diffuser, généraliser et stabiliser les actes de discrimination. Il faut rappeler qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la sociologie des relations raciales, développée essentiellement aux États-Unis, à travers son étude des contacts réels interraciaux, s'était déjà intéressée aux discriminations raciales avec pour perspective de les réduire, voire de les éliminer au regard d'un intérêt social. Dans le développement de cette sociologie de la discrimination en France, il convient de noter le rôle essentiel, par leur financement de recherche, des institutions publiques françaises, notamment la Direction de la Population et des Migrations, DPM, au sein du ministère des Affaires sociales, et l'établissement public sous sa tutelle, le Fonds d'action sociale, FAS,
deux acteurs majeurs de la politique d'immigration et des apostrophes. Intégration des populations immigrées en France et européennes, notamment la Direction générale emploi et affaires sociales, DGEA, de la Commission européenne et le Fonds social européen, FSE. De même, l'ouverture des portes de l'entreprise à des équipes de chercheurs, par des organisations syndicales comme la CFDT ou la CGT, a permis de renouveler les perspectives d'études à ce sujet. Normes sociales et qualifications juridiques. Le droit constitue la discipline qui a sans doute le plus fortement contribué à formaliser la question de la discrimination. Il fournit l'essentiel de l'environnement conceptuel qui permet de penser et de qualifier cette réalité sociale. L'étude systématique des thèses produites dans le champ des sciences sociales montre cette prédominance disciplinaire, en particulier le droit privé et le droit public. Le dépouillement de revues spécialisées confirme cette constatation. Pour un juriste, l'enjeu principal est de ne pas confondre discrimination et distinction. Ceci revient à mettre en perspective trois principaux paramètres: son prétexte, c'est-à-dire sa raison, sa motivation, son objet, c'est-à-dire ce sur quoi elle porte, et sa nature. À partir de là, l'étude de la discrimination au travers et à partir du droit peut prendre plusieurs dimensions concrètes. Mesurer l'impact de l'intégration de la notion de discrimination dans le droit français, au regard notamment de la tradition juridique, principe d'égalité, présomption d'innocence, et du concept de l'égalité de traitement. Analyser les évolutions législatives et jurisprudentielles sur la qualification et les modes de traitement de ce phénomène, et saisir en quoi elles sont le reflet ou pas des mutations de la société et du regard que celle-ci porte sur elle-même. Conduire un travail engagé, voire de lutte dans le champ du droit, en portant par exemple un regard critique sur les sources du droit, en formulant des propositions pour l'apostrophe. Application effective du droit, ou en contribuant à une action de type militante. Un symptôme des démocraties modernes et égalitaires ? Du point de vue de la théorie politique, la question de la discrimination n'est pas traitée de manière directe. Elle est plutôt conçue comme un symptôme, voire une faiblesse ou un dysfonctionnement des principes d'assimilation, d'intégration, d'égalité, d'universalité. Cette thématique apparaît en réalité à travers l'interrogation des principes républicains et de leur efficience. Si selon le principe aristotélicien de la justice, la discrimination est conçue dans un sens neutre, la théorie de la justice développée par le philosophe libéral américain John Rawls la désigne en termes de traitement injuste ou injustifié, légitimant alors des inégalités compensatrices en faveur des plus démunis, une forme de discrimination positive. Dans ce champ de la théorie politique, une définition de la discrimination semble recouvrir l'ensemble des perceptions et explications possibles. Elle est formulée ainsi. A exerce une discrimination à l'encontre ou en faveur de B si A traite B différemment de C, ou différemment de la façon dont il traiterait C. I. Cette différence de traitement est ou est perçue par A comme étant au désavantage, à l'avantage de B. Et 3. L'appartenance de B et de C à des groupes socialement saillants différents constitue l'explication appropriée à ces différences de traitement. Dans cette perspective, pour qu'un fait soit assimilé à une discrimination, il doit avoir une nature récurrente et répandue. L'enjeu est donc de déterminer en quoi une pratique ou une décision arbitraire peut se révéler une discrimination, ou bien relever d'une forme de caprice ou d'humeur. Lutter contre les discriminations se conçoit alors comme un processus consistant à identifier, puis à éliminer des critères non pertinents fondant un traitement différencié des personnes. Avant de clore cette brève revue des traditions d'études sur la discrimination, il est intéressant de pointer la quantité impressionnante de publications empiriques et instrumentales à son sujet, dont les instances publiques françaises et européennes et d'autres acteurs comme des groupements d'entrepreneurs, des organisations syndicales ou des mouvements associatifs sont à l'origine. L'objectif de ces publications étant de sensibiliser les acteurs, les informer sur la législation et les dispositifs en vigueur et promouvoir les bonnes pratiques. Il est nécessaire de préciser que la littérature relative à l'étude des inégalités liées au sexe, notamment dans le domaine professionnel, est spécifique et qu'elle se distingue du champ d'études sur les discriminations généralement ancrées, en tout cas au plan sociologique, sur la question raciale. Les discriminations en raison du sexe ont d'ailleurs toujours relevé d'un traitement juridique distinct, dès le traité de Rome de 1957,
avec l'idée ardemment défendue que les femmes ne sont pas une catégorie. Ainsi, le travail de recherche dont est issu cet ouvrage se distingue nettement de ses traditions d'études. Il tend à renouveler le débat et la connaissance sur cette thématique. En explorant la genèse et la mise en œuvre de l'action publique de lutte contre les discriminations, il réinvestit la dimension historique sur un objet contemporain. Il s'inscrit dans une discipline, la science politique, peu prolixe à ce sujet. Son appréhension de la question de la discrimination se veut globale, c'est-à-dire non restreinte à l'étude d'un motif particulier de discrimination, la liste des motifs prohibés et son évolution étant une donnée essentielle à prendre en compte, significative et révélatrice de l'évolution du regard que la société peut porter sur elle-même. Il n'est pas centré sur l'étude du phénomène de la discrimination, mais sur son traitement par l'action publique. Section 3. Le recours à une démarche socio-historique. Explorer un dispositif d'action publique engage à le considérer comme un construit social et historique. Étudier son émergence et sa formation revient alors à l'envisager au travers de plusieurs séquences parallèles, ayant leur propre horizon spatial et temporel, mais qui au cours de périodes spécifiques tendent à se rejoindre grâce à l'action d'acteurs plus ou moins identifiables. L'angle d'analyse se veut donc pluraliste, prenant en compte la multiplicité et la complexité des relations causales. En tant que construit social, un dispositif d'action publique représente de fait une cible privilégiée à l'étude des pratiques d'acteurs cherchant à influer sur la nature des problèmes publics posés et les orientations de l'action. Autrement dit, étudier un dispositif d'action publique implique de saisir le système d'action sociale, au sein duquel et à partir duquel il a pris sens et forme et a été agi. En tant que construit historique, un dispositif d'action publique ne dépend pas seulement d'une conjoncture singulière opportune, mais également d'une histoire plus ou moins lointaine qui vient en conditionner, au moins en partie, le contenu. Une telle perspective engage de fait à être attentif à la polyphonie des temps du politique, c'est-à-dire à convoquer une pluralité de durée et de temps et à effectuer un important travail de périodisation et de hiérarchisation des phénomènes explicatifs, l'objectif étant de procéder à un découpage en structures signifiantes et d'identifier des ruptures. Le passé constitue ainsi une donnée importante afin de saisir la formation d'une politique publique, son sens et ses finalités. À la lumière de ces premiers éléments, et au regard de la perspective d'intelligibilité de ce travail, il est apparu pertinent de lui appliquer une démarche socio-historique. La perspective diachronique, d'historicisation de l'objet, proposée par cette démarche, place au cœur de l'analyse le contexte historique, ce qui revient à le considérer comme un acteur effectif dans le processus de formation du dispositif d'action publique de lutte contre les discriminations. Une telle approche se fonde sur le postulat suivant: la nécessité d'un détour par le passé, ou d'un retour sur le passé pour mieux appréhender le présent. Cette prise en compte de l'historicité de l'action publique engage à considérer le passé à travers une double perspective. En apprécier le poids, dans la formation de l'action publique étudiée, la question de la persistance du passé, de l'influence sur l'action présente, des actions et configurations sociales passées, ou de l'héritage du passé, comme clé principale de la compréhension des éléments du présent, déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions le passé informe le présent. De ce point de vue, la césure entre le passé et le présent prend un caractère artificiel. Il s'agit à la fois de mettre en exergue les corrélations complexes entre des facteurs explicatifs et les effets de rétroaction des uns sur les autres, et de saisir les processus inaboutis, les possibilités ouvertes mais pas concrétisées. Cette démarche implique donc de ne pas lier passé et présent de façon mécanique, mais de nouer un dialogue entre passé et présent, de révéler les continuités, les dépendances historiques, les évolutions et les ruptures. Son principal intérêt est de proposer une objectivation et une dénaturalisation du présent de l'action, ou l'enquête historique comme instrument de rupture et comme démarche de connaissance, rendant de fait plus disponible à l'étude ce dispositif d'action publique. Cette recherche a alors été fondée sur le postulat suivant. La catégorie d'action publique de lutte contre les discriminations dans le travail, née en France à la fin des années 1990, trouve l'essentiel de son sens dans ses conditions historiques de production. Autrement dit, pour comprendre cette action publique de lutte contre les discriminations,
Il convient avant tout de saisir sa structuration socio-historique et d'analyser en quoi elle a conditionné, au moins en partie, son émergence et sa conformation. Dans cette perspective, la loi relative à la lutte contre les discriminations du 16 novembre 2001 est apparue comme le meilleur support pour conduire cette analyse. Ce texte représente non seulement le point d'orgue du processus d'institutionnalisation de la politique de lutte contre les discriminations, initié en 1998 par le gouvernement de Lionel Jospin, mais également un symbole par excellence. Expression d'une volonté politique, il incarne le moment d'une cristallisation particulière des débats et de la formation d'un compromis portant sur le système de représentation sociale et la conception politique au fondement de l'action publique de lutte contre les discriminations, et a fortiori sur le rôle et la place de l'État de droit. La loi de 2001 se veut, de plus, à la fois révélatrice de ses conditions de production, sociales, culturelles, économiques, politiques, et révélée à travers ses usages. Un tel acte ne doit donc pas être saisi comme un fait ahistorique, dont la lecture serait purement événementielle, mais revient à penser la loi et à la donner à voir bien au-delà du contenu normatif et des modalités de traitement qu'elle promeut. C'est donc en envisageant la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations à travers cette dimension symbolique, que l'action publique de lutte contre les discriminations dans le travail peut être mieux saisie et qualifiée. Tel a été le présupposé central de ce travail de recherche. Le processus de politisation, au cœur de l'élaboration de toute politique publique, se trouvera particulièrement éclairé par le concept de requalification ou de transcodage proposé par le sociologue Pierre Lacombe. En mobilisant cette notion, il s'agit d'une part de montrer comment des catégories préexistantes ont pu jouer un rôle structurant, déterminant et ou se voir remises en cause ou requalifiées à l'aune de nouvelles catégories émergentes, et d'autre part de mettre en évidence le nouvel espace de représentation et de pratique qui a pu se former. Ainsi, privées de sens pendant des années en France, les discriminations ne feront l'objet d'une intervention des pouvoirs publics qu'au prix d'une nouvelle intelligibilité sociale et politique, au travers et à partir d'un renouvellement des paradigmes des principes d'intégration et d'égalité. La mise en œuvre par les entreprises de cette action publique reposera sur un processus comparable. Pour que l'injonction de lutter contre les discriminations puisse constituer un objet entrepreneurial, elle devra prendre sens pour ces acteurs économiques et s'inscrire dans leur propre logique d'action. La gestion de la diversité constituera alors la version transcodée par les entreprises de la lutte contre les discriminations. La démarche théorique de cette recherche étant maintenant précisée, il convient de présenter l'organisation et le déroulement du travail d'enquête. Section 4. Élaboration d'un laboratoire sur mesure. L'enquête conduite dans le cadre de ce travail de recherche a été envisagée à travers la réalisation de deux principaux volets d'études. Celui de la genèse du dispositif d'action publique de lutte contre les discriminations, afin de saisir son processus de structuration, ses logiques constitutives, ses principes d'action et les pratiques d'acteurs, et celui de sa mise en œuvre, des usages de ce dispositif au travers et à partir de l'expérience singulière d'une entreprise. Ces deux volets, non exclusifs l'un de l'autre, ont engagé des moyens et des modes d'investigation souvent similaires, mais parfois très spécifiques, confèrent encadrer deux infra. La mise en œuvre de cette enquête a reposé sur des principes et des options méthodologiques. Si un débat existe sur la spécificité de l'approche socio-historique, sur ses difficultés à se doter d'une véritable méthode, le regard singulier qu'elle invite à porter sur un objet de recherche implique certaines figures imposées, qui nécessitent l'élaboration d'un laboratoire sur mesure. En instituant un rapport central à la temporalité, cette méthodologie se différencie essentiellement par les sources d'investigation à privilégier, le matériau à rassembler, à savoir des matériaux de première main, entretien, archives, et par sa manière de les appréhender et de les exploiter. Ainsi, appliquer une démarche socio-historique à un objet de recherche invite à procéder à un regard réflexif sur les modalités de mise en œuvre de l'enquête, sur son déroulement, sur les sources mobilisées et leur exploitation. Encadré 2, stratégie et méthodologie d'enquête. La stratégie d'enquête appliquée à cette recherche a été déterminée en fonction des deux volets prédéfinis, genèse et usage. L'étude de la genèse du dispositif d'action publique de lutte contre les discriminations
a tout d'abord été organisée autour de deux principaux axes d'investigation. Le premier consistait à conduire une mise en perspective socio-historique de cette action publique, avec trois objectifs essentiels. Identifier là où les périodes critiques, révélation du phénomène social, réaction des pouvoirs publics, mise sur agenda, les contextualiser et saisir les principaux obstacles auxquels ce processus avait pu se heurter, ainsi que les processus inaboutis, repérer les acteurs ou groupes d'acteurs clés de ces différentes étapes, étudier leurs pratiques, les registres des actions mobilisées ainsi que leurs capacités stratégiques, et retracer le contenu et l'évolution de leur système de représentation, les lignes de clivage, saisir les tendances lexicales, l'évolution et ou la stabilisation des usages de cette notion emblématisée. Le second axe d'investigation consistait à explorer de façon systématique le processus de production de la loi de 2001, élaboration et débat parlementaire, avec trois principales perspectives. Identifier et décrypter les éléments déclencheurs de cette initiative législative, en comprendre la signification et les motivations, saisir le cadre normatif et le répertoire d'intervention consacré par cette loi, repérer les enjeux des une telle réforme juridique et les lignes de clivage politique qui ont pu se révéler à cette occasion. L'étude des usages de ce dispositif d'action publique nécessitait de répondre à une question préalable avant de s'engager dans la définition des axes de recherche. Quelle organisation explorer ? Plusieurs orientations étaient envisageables selon le secteur, privé ou public, la taille, effectif, l'activité, etc. Ce choix devait prendre sens non seulement au regard de ce volet d'études, puisqu'il s'agissait de travailler sur les usages de ce dispositif public, il semblait plus pertinent de trouver une organisation engagée au moins en partie en matière de lutte contre les discriminations, même si un non-usage aurait pu être signifiant au regard d'une action publique, mais également au regard de la démarche socio-historique empruntée. C'est assez rapidement que le choix de la SNCF s'est imposé. En premier lieu, cette décision a relevé pour partie de critères subjectifs liés à un fort attrait pour cette entreprise, sans doute véhiculé par sa dimension historique et nationale et sa mission de service public. Mais d'autres facteurs plus objectifs ont permis de conforter ce préjugé initial. Son statut d'entreprise publique a constitué un premier facteur déterminant. Le terrain de prédilection des études menées sur le thème de la discrimination étant celui du secteur privé, la perspective de développer une connaissance nouvelle, en investissant un terrain public s'avérait très stimulante. Comment une entreprise publique, organisation par nature plus sensible aux injonctions publiques, avait pu s'approprier ou pas ce dispositif d'action contre les discriminations ? Il semblait par ailleurs utile de tester l'influence générale du statut d'entreprise publique sur la question de la discrimination, représentation de protection liée à la culture égalitaire, universaliste. Le caractère bipolaire de cette entreprise a représenté un deuxième facteur de choix. Une entreprise produisant une activité industrielle et commerciale est chargée à la fois d'une mission de service public. Il apparaissait intéressant de mettre en perspective cette caractéristique au regard des tensions, voire des injonctions paradoxales que peut induire la conjugaison d'une gestion d'intérêts privés, liée à la dimension industrielle et commerciale avec ses impératifs économiques, de rationalité et de performance, et celle de l'intérêt général, liée aux engagements de service public. Autrement dit, il s'agissait de tester les incidences que cette tension pouvait générer sur la représentation, le sens et les enjeux de la question de la discrimination. La culture socio-professionnelle de la SNCF, société cheminote et rôle important du syndicalisme, a constitué un troisième facteur déterminant, l'intérêt étant de repérer les influences d'une telle culture sur l'appréhension de la discrimination et sa prise en charge par les acteurs de l'entreprise. Un quatrième facteur de choix a résidé dans le portrait même de cette entreprise au-delà des aspects singuliers précédemment évoqués, entreprise publique, caractère bipolaire, culture socio-professionnelle. Son rapport étroit avec l'histoire nationale, sa dimension de miroir de la société française, le fait qu'elle soit une grande entreprise de main-d'œuvre, son maillage territorial et le vaste public qu'elle touche n'ont fait que renforcer l'intérêt exprimé pour cette organisation. Le dernier facteur pris en compte a été celui d'une conjoncture propice, puisqu'à l'entame de ce travail de recherche la SNCF était engagée, dans le cadre d'un accord avec l'ANPE, dans une action de non-discrimination en matière de recrutement.
Elle venait également tout juste de signer, le 22 octobre 2004, en étant d'ailleurs une des premières entreprises à le faire, la Charte de la diversité, lancée par deux entrepreneurs, Claude Bébéar et Yazid Sabeg. Au final, la recherche envisagée s'avérait sans précédent et la perspective n'en était que plus attrayante. Ce choix crucial de terrain effectué, il restait à préciser la stratégie à appliquer à ce second volet de l'enquête. Elle a été organisée autour de deux axes d'investigation. Le premier avait pour objectif de conduire une mise en perspective historique de la question de la lutte contre les discriminations au sein de la SNCF. L'un des enjeux était de saisir en quoi la structuration socio-historique de cette entreprise pouvait éclairer la manière dont elle avait mis en œuvre cette action publique. Un autre enjeu était de repérer les principales étapes de cette mise en œuvre, les éléments déclencheurs. Injonctions juridiques, exigences de légitimation extérieure, réponse à des injonctions sociales et ou pression d'acteurs, démarches de performance et ou de responsabilité sociale, évolution des approches managériales, ainsi que les acteurs impliqués. Le second axe d'investigation consistait à identifier les conditions d'appropriation par la SNCF de ce dispositif d'action publique à travers une étude des pratiques et des représentations d'acteurs. Il s'agissait de repérer les logiques d'action, les enjeux sous-jacents, les obstacles, les points de tension ou de blocage. Il s'agissait également de saisir l'impact de cette prise en charge sur les modes de management et de gestion des ressources humaines, et plus globalement sur le système de régulation des relations de travail. Pour des raisons de faisabilité, le choix a été fait de conduire cette investigation à partir d'une direction régionale, terrain à dimension plus raisonnable, tout en demeurant pertinent au regard de la représentation de l'entreprise. Une déclinaison micro de la SNCF en quelque sorte, même si chaque région comporte des particularités à prendre en considération. Les matériaux produits doivent être exploités et interprétés en connaissance de cause, c'est-à-dire dans l'idée qu'ils ne peuvent induire qu'une vision partielle et inévitablement biaisée de la réalité. Une telle démarche implique de ne pas uniquement se soucier des résultats obtenus, mais de revenir sans cesse sur la manière dont ils ont été, ou pas obtenus, matériaux recueillis à la fois sujet et objet d'étude. Il se passe toujours quelque chose même quand on pense qu'il ne se passe rien, telle est la ligne de conduite à adopter. Une démarche socio-historique nécessite également de délimiter l'espace temporel de la recherche à conduire, au regard de l'intelligibilité de l'objet de recherche, d'un critère plus pragmatique de faisabilité de l'enquête, même si l'exercice prend pour partie une dimension artificielle et subjective. Ainsi, l'enquête exploratoire menée dans le cadre de ce travail de recherche a permis de déterminer comme période de référence les années 1980 à 2004. Cette période est apparue la plus pertinente pour couvrir le processus d'émergence, de formation et de mise en œuvre de cette politique publique. Elle représentait en outre une temporalité suffisamment longue pour qu'une évolution puisse être saisie, tout en demeurant raisonnable, dans le cadre d'une investigation systématique et approfondie. Ceci n'excluait pas d'invoquer des éléments, des facteurs, des événements survenus en dehors de cette période qui semblaient opportuns pour l'analyse, voire essentiels pour la compréhension. Une démarche socio-historique induit également le déploiement d'une étude de type qualitatif, afin de déconstruire les faits sociaux pour les considérer comme des configurations de signification. L'élément central d'une telle enquête est la constitution d'un corpus de données. Or, comme les données recueillies ne peuvent à elles seules constituer de véritables preuves, c'est leur combinaison, leur complémentarité, leur redondance qui permettent d'ouvrir un champ d'explication possible du problème étudié, chaque information apportant sa pierre à l'édifice. Deux sources d'informations revêtent un caractère central, incontournable, dans le cadre d'une recherche de type socio-historique, les archives et les entretiens. Qu'elles soient d'origine publique ou privée, les archives constituent une des clés de ces enquêtes. De leur consultation découleront la plupart des informations nécessaires à la reconstruction génétique d'une action publique. Plusieurs limites à ce recours archivistique doivent toutefois être prises en compte. Le recours aux entretiens se révèle ainsi un complément indispensable. Précieux sur le plan heuristique et informatif, les entretiens représentent un mode irremplaçable d'accès aux acteurs, processus de boule de neige. Dans le cadre de l'analyse d'une politique publique,
Il constitue un excellent outil pour approcher l'état au concret ou l'état en action en permettant la reconstitution factuelle de processus, jamais rendus visibles ou explicités. Il constitue également très souvent le seul moyen de saisir la genèse d'une intervention publique ou d'une décision. L'un des enjeux majeurs des entretiens est de recueillir une multiplicité et une diversité de perceptions d'une même réalité, d'un même processus, afin de procéder à des recoupements et d'accéder à la connaissance d'une globalité qui dépasse celle des acteurs pris individuellement, en tout cas sur l'aspect étudié. Un autre enjeu est de déterminer le nombre pertinent d'entretiens à réaliser, afin de rechercher la saturation des informations. Cette situation d'interaction particulière doit également s'envisager avec circonspection. Plusieurs pièges et limites inhérentes à l'exercice doivent être anticipés. Ceci implique de prendre une certaine distance avec les propos de l'interlocuteur et de les dénaturaliser. Ceci implique également de ne pas tomber dans l'illusion du vrai, de l'accès au vrai. C'est en cela que le recours à cet outil ne doit être ni exclusif, ni considéré comme autosuffisant et que le rapport à l'interviewé mérite une attention particulière. Réaliser des entretiens implique également des options méthodologiques. En raison de la démarche socio-historique empruntée, il a été choisi d'adopter une posture de type compréhensive, une posture visant l'explication avec une articulation aussi fine que possible entre données et hypothèses, une formulation d'hypothèses enracinée dans les faits et partant du terrain et un enquêteur qui s'engage activement dans les questions, pour provoquer l'engagement réciproque de l'enquêté, combinant la technique du récit de vie et la méthode semi-directive. Après avoir présenté la stratégie de recherche et la méthodologie appliquée à celle-ci, le moment clé de l'enquête elle-même a consisté au recueil du corpus de données. 4 grandes sources d'informations ont été mobilisées dans cette perspective. Les textes juridiques, les archives publiques et privées, les sources publiées, les entretiens. L'encadré 3 Infra propose de revenir de manière synthétique sur la constitution de ce corpus. Encadré 3 Constitution du corpus de données. Le corpus de données constitué dans le cadre de cette recherche a nécessité la mobilisation de différentes sources d'informations. Celles-ci relèvent de 4 grandes catégories. Les textes juridiques, les archives publiques et privées, les sources publiées, les entretiens. Les principales données recueillies seront donc présentées en fonction de ces catégories. Les textes juridiques. Cette recherche a d'abord impliqué de rassembler l'ensemble des textes de loi français relatifs à la question des discriminations dans le travail antérieures à la loi de 2001, ainsi que des projets ou propositions de loi n'ayant pas abouti, et les principaux textes fondateurs et structurants sur le plan du droit communautaire et international. Cette recherche a par ailleurs nécessité de rassembler une autre catégorie de textes juridiques, les différentes directives et circulaires administratives publiées entre 1972 et 2001 concernant la lutte contre le racisme et les discriminations. D'autres éléments, par exemple, certaines jurisprudences, ont été recensées par l'intermédiaire de revues spécialisées, notamment l'AMI social, Liaison sociale, Droit social, ou de sites internet comme celui de Légifrance. Le cas particulier de la SNCF a pour sa part nécessité le recueil des principaux documents juridiques et référentiels internes relatifs à ses statuts et à la gestion de ses personnels. Les archives publiques et privées. La constitution du corpus de documents d'archives a représenté un moment particulièrement important de cette enquête. Les archives du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, ainsi que celles du Premier ministre et du ministère de l'Intérieur, ont tout d'abord été interrogées afin de recenser les documents relatifs à la période d'élaboration de cette politique publique, soit 1997 à 2001. Il a ensuite été rassemblé les principaux projets ou propositions de loi relatifs à la lutte contre le racisme et les discriminations, déposés sous la 4e et la 5e République, jusqu'à la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Les séances de questions au gouvernement ont constitué une autre source d'information avec 2 législatures ciblées. La 10e, de 1993 à 1997, et la 11e, de 1997 à 2002. Les archives des instances européennes ont également été consultées, Parlement, Conseil et Commission, ainsi que celles de la Confédération européenne des syndicats et du Migration Policy Group,
une organisation non gouvernementale très active en la matière, également basée à Bruxelles. Il a par ailleurs été effectué un recueil d'archives privées, auprès des associations et des organisations syndicales contactées, comme auprès de la SNCF. Les sources publiées. Dans le corpus de données à constituer, les sources publiées ont représenté une voie d'accès essentielle aux informations. Elles peuvent se décliner en 5 catégories. Les discours publics, les rapports publics et les documents officiels, les revues spécialisées, la presse généraliste, les publications professionnelles ou de groupes d'intérêt. Une quarantaine de discours, déclarations et communiqués de personnalités politiques ont d'abord été recensés sur ce thème, ou du moins ayant abordé largement ce thème, sur la période 1997 à 2001. La collecte des rapports publics et des documents officiels a pour sa part permis de rassembler plus d'une centaine de documents au plan national. À noter l'importance dans ce corpus des rapports annuels de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, et de la Direction de la population et des migrations, DPM, au sein du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, et une trentaine de documents au plan européen. La revue de périodiques spécialisés a quant à elle été effectuée à partir d'une sélection de publications dans la perspective de retracer le traitement expert de cette question et son évolution. Mais il convient de souligner que la quasi-totalité de ce corpus est composée d'articles de la revue Droit social, près de 100 articles. Le dépouillement de la presse généraliste a représenté une autre étape majeure dans la constitution de ce corpus au regard du temps consacré, de la masse et de la qualité des informations recueillies. Il a ainsi été réalisé une revue systématique d'articles sur une période de 10 ans, 1995 à 2004, à partir de 3 grands quotidiens français, Le Monde, Libération et Le Figaro, et de manière complémentaire pour des articles publiés autour de quelques dates clés antérieures dans l'histoire de la lutte contre les discriminations, notamment depuis 1980. Au final, ce corpus de presse est formé de plus de 1000 articles sur la période. Les revues syndicales et les publications de groupes d'intérêt ont également fait l'objet d'une investigation afin de repérer les articles ayant traité de la discrimination. Près de 200 articles issus de différents bulletins professionnels de la CFDT, CFDT Magazine, Syndicalisme Hebdo, CFDT Nouvelles et Liaison CE, et de la CGT, Le Peuple, La Nouvelle Vie ouvrière et la Tribune de l'immigration, ont ainsi été recueillis et dépouillés sur la période 1990 à 2005. Une même recherche a été effectuée auprès des associations contactées, et plusieurs revues ont été consultées comme Après-demain, Ligue des droits de l'homme, Droits et libertés ou différences MeurAP, Hommes et libertés, LDH, Plein droit, Gisti. Au total, une quinzaine d'articles sont venus compléter cet ensemble. Les entretiens. La mise en œuvre des entretiens a représenté un autre temps fort de cette enquête. L'ensemble des 2 volets, étude de la genèse et de la mise en œuvre, a conduit à la réalisation de 79 entretiens. Dans le cadre de l'étude de la genèse, 45 interviews ont été conduites auprès de 7 catégories d'acteurs. Des représentants de ministères, administrations, cabinets de ministres, des acteurs politiques, des représentants d'institutions publiques françaises, des acteurs associatifs, des représentants d'organisations syndicales et patronales, des experts, chercheurs essentiellement, et des représentants d'institutions européennes. Le volet relatif à l'étude des usages a conduit, pour sa part, à la réalisation de 34 entretiens auprès de 4 catégories d'acteurs. Des représentants de la SNCF, Direction nationale, services interrégionaux, Direction régionale, des représentants syndicaux de l'entreprise, des acteurs externes locaux, représentants de services déconcentrés de l'État et d'institutions publiques locales, acteurs associatifs et syndicaux locaux et des plaignants. Cet ouvrage sera conduit en 3 parties. La première sera centrée sur l'étude du processus d'émergence et de formation de la lutte contre les discriminations en catégorie d'action publique. Dans un premier temps, il s'agira de comprendre pourquoi un tel phénomène social, la discrimination, n'a pas fait l'objet plutôt d'une prise en charge politique. Plusieurs facteurs explicatifs seront ainsi mis en exergue et témoigneront de la formation d'un impensé politique à propos de la discrimination en France, chapitre 1. Dans un deuxième temps, il s'agira de saisir les conditions de mutation de la discrimination en objet de politique publique.
Ce processus de politisation s'inscrira dans la durée au travers et à partir de plusieurs étapes clés. Chapitre 2. Dans un troisième temps, il s'agira d'étudier l'institutionnalisation de cette action publique, dont la promulgation de la loi relative à la lutte contre les discriminations du 16 novembre 2001 constituera l'épilogue. De l'élaboration de son programme d'action à ce processus législatif, cette phase de consécration politique de la lutte contre les discriminations dans l'espace national prendra place au cours des années 1997 à 2001 sous le gouvernement de Lionel Jospin, chapitre 3. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de la contribution d'acteurs à la cristallisation de la cause de la lutte contre les discriminations dans l'espace public français. L'attention sera portée sur deux sphères d'acteurs dont l'intervention se révélera particulièrement déterminante dans ce processus. L'État, à travers son administration, ses institutions de tutelle et son gouvernement, chapitre 4, et le mouvement social, à travers notamment les associations antiracistes et les organisations syndicales, chapitre 5. L'exploration de cette arène d'interaction aura pour principal enjeu de mettre en relief la singularité des pratiques de ces acteurs dans l'émergence et la conformation de cette action publique, ainsi que d'analyser les conditions de leur engagement et ses répercussions sur leur système de représentation et leurs pratiques. La troisième partie sera ciblée sur l'étude des usages de cette politique publique au travers et à partir du cas de la SNCF. L'enjeu sera de saisir le processus de transposition de la problématique sociale et politique des discriminations à l'univers entrepreneurial. Dans cette perspective, il sera mis en évidence certains aspects de la structuration socio-historique de cette entreprise publique afin de montrer la singularité de sa relation avec la question de la discrimination, chapitre 6. Il sera ensuite étudié les conditions du renouvellement de l'appréhension du problème de la discrimination au sein de l'espace entrepreneurial, et en particulier au sein de la SNCF, au point de représenter un objet stratégique, légitimant une prise en charge, chapitre 7. Puis il sera saisi la manière dont la lutte contre les discriminations prendra sens et forme en politique de la diversité, au sein de la SNCF, et ce que seront les implications de cette nouvelle politique sur les pratiques et les représentations de ses acteurs, chapitre 8. Il est désormais proposé de s'immerger dans la genèse de l'action publique française de lutte contre les discriminations. Première partie du phénomène social à l'objet de politique publique. Le 16 novembre 2001, une loi relative à la lutte contre les discriminations est promulguée. Premier texte législatif à être nommément dédié à un tel objectif, cette loi vient consacrer l'action publique mise en œuvre dès 1998 par le gouvernement de Lionel Jospin autour de dispositifs spécifiques et de nouvelles institutions. Comment expliquer l'élaboration de cette action publique de lutte contre les discriminations en France à la fin des années 1990 ? Autrement dit, quelles sont les conditions d'émergence et de formation de la lutte contre les discriminations en catégorie d'action publique ? Tel est l'enjeu de cette première partie. Cependant, un tel processus ne pourra être saisi sans qu'il soit pris en compte différentes temporalités. Ce cheminement se produira à la faveur d'une longue mutation engagée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir accédé au statut d'objet de droit en France au début des années 1970, avec la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme prohibant la discrimination raciale, la discrimination mettra plus de 2 décennies avant de constituer un objet de politique publique. Il faudra tout d'abord que le regard de la société porté sur elle-même se renouvelle. Ceci interviendra à la faveur d'une mutation du champ politique au début des années 1980, générant une nouvelle posture de l'État et de nouvelles logiques d'action publique. Il faudra ensuite que ce phénomène social soit objectivé et qu'il mue en problème public. Une conjugaison d'éléments le permettra. Notamment le développement d'études révélant la discrimination comme phénomène sociologique, l'entrée en jeu du mouvement social lui conférant une dimension collective, un traitement médiatique croissant témoignant de la sensibilisation de l'opinion publique et contribuant à la conforter, et la désignation de la dimension problématique de la discrimination par des institutions publiques. Il sera également nécessaire que ce problème public soit inscrit en tant que priorité dans l'agenda politique français. L'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche pluriel,
en 1997 en sera le déclencheur, avec une implication déterminante de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry. Il sera impératif qu'une intervention de l'État en la matière prenne sens au regard des paradigmes en vigueur de l'action publique. Ceci se produira à la faveur d'une conception renouvelée des principes d'égalité et d'intégration. La loi du 16 novembre 2001 interviendra alors comme l'acte de consécration non seulement de l'action publique mise en œuvre, mais aussi de ce processus d'émergence. Après la mise en relief des principales étapes de la montée en puissance de la lutte contre les discriminations dans l'espace public français, une question demeure: pour quelles raisons un tel dispositif public n'a-t-il pas émergé dans l'enceinte nationale avant la fin des années 1990 ? Autrement dit, comment comprendre un tel temps de latence de la part des pouvoirs publics français ? Ceci constituera l'enjeu du premier chapitre, où il s'agira de saisir les principaux facteurs explicatifs du phénomène d'impensé politique ayant prédominé de nombreuses années en France à propos de la discrimination. Le deuxième chapitre sera centré sur les conditions de mutation de la discrimination, en objet de politique publique. Ce processus de politisation de la lutte contre les discriminations en France sera mis en évidence à travers différentes temporalités. Engagé dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est à la fin des années 1990 que cet objectif s'imposera comme une priorité politique. Le troisième chapitre s'intéressera alors au processus d'institutionnalisation de cette action publique. Les différentes phases d'élaboration du programme d'action, l'intervention des acteurs politiques et les enjeux de cette politique publique seront mis en évidence. Il s'agira également de révéler les dimensions historiques et politiques de la lutte contre les discriminations incarnées par la loi du 16 novembre 2001. Chapitre 1 : Les conditions d'un impensé politique. Comment savoir sans savoir ? Comment une réalité connue mais douloureuse peut-elle faire l'objet d'un enfouissement collectif aboutissant à sa non-reconnaissance publique ? Quelles sont les logiques par lesquelles on nie l'évidence de ce qu'on ne veut pas voir ? On discrédite ceux qui tentent de le montrer, on requalifie ce qu'on ne parvient pas à taire et finalement on justifie l'injustifiable ? Impensable. La réalité est rejetée, tout se passe comme si elle n'existait pas. Ce dont on ne voulait pas, on ne le voyait pas. Comment expliquer la longue phase d'impensé politique en France à propos de la discrimination ? Dans la perspective de répondre à cette interrogation, il sera mis en évidence un ensemble de facteurs relevant d'horizons temporels et spatiaux différents. De leur conjugaison naîtra une sorte de voile d'ignorance, rendant invisible cette réalité sociale ou entravant son appréhension en tant que problème public. À travers cela, il sera en fait démontré la relation particulière que la France a nouée historiquement avec cette question de la discrimination. Sans prétendre être en mesure d'épuiser l'ensemble des facteurs contributifs d'un tel impensé, l'analyse proposée reposera sur un ensemble d'éléments apparaissant déterminants. La croyance en la force des principes républicains, égalité, universalisme, intégration, constituera un premier élément explicatif d'un tel aveuglement, section I. La formation d'un espace de discrimination légale construit à certaines périodes de l'histoire nationale représentera un deuxième élément explicatif. La mise en lumière de cet espace permettra pour partie de saisir l'incapacité de la nation française à penser la discrimination comme problème, section 2. Il sera ensuite montré comment les représentations dominantes dans le champ du travail, structurées, organisées, régulées autour de principes rationnels, ont participé de l'occultation de cette réalité. Lieu par excellence de production de pratiques discriminantes, celles-ci seront données à voir comme si logiques. Ceci constituera le troisième élément explicatif, section 3. Comment non plus ne pas invoquer l'invisibilité même de la discrimination dans l'espace national, que ce soit dans le domaine de la recherche, des médias, du mouvement social, de la justice et de la politique, comme dernier élément explicatif de cette impensée, à tel point qu'il était effectivement possible de douter de sa réalité, section 4. Section I de la valeur performative des principes républicains. L'idée essentielle défendue sera la suivante. La force performative des principes républicains autour desquels la nation française s'est organisée depuis la fin du XVIIIe siècle, universalisme, égalité, tradition d'assimilation,
a contribué à un aveuglement sur la question de la discrimination. Autrement dit, le modèle républicain fondé sur l'égalité, l'universalisme, prolongé d'un modèle d'intégration s'appuyant sur une tradition d'assimilation des populations étrangères et d'une conception unitaire de ses citoyens, a représenté un obstacle à la pensée et à l'énonciation de ce phénomène en produisant un effet masque. De ce fait, la nation française s'est trouvée dans une incapacité, voire une impossibilité à penser la discrimination, et donc l'existence de différences de traitement illégitimes. Cette représentation idéalisée d'elle-même a ainsi longtemps prévalu sur la reconnaissance et la prise en compte de ce phénomène social. Afin de mieux saisir un tel processus, il convient de revenir sur les effets produits par chacun de ces principes sur la perception de la réalité de la discrimination. La force du principe d'égalité, principe structurant de la République, représente un premier élément d'explication. Par son ancrage historique et son inscription constitutionnelle, ce principe donne sens à l'ensemble du système juridique français. Au-delà, il incarne un état de droit censé empêcher toute distinction entre citoyens égaux. Directement issu de la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau qui propose de garantir l'égalité de tous par la loi, il est le seul principe révolutionnaire à n'avoir jamais été remis en cause depuis 1789, date à laquelle l'égalité de droit a été consacrée, article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce principe d'égalité a même été réaffirmé, par exemple en 1848 avec le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage, puis conforté, après la Seconde Guerre mondiale, par la formulation de distinctions interdites. Face au constat indéniable que de l'égalité des droits ne découlait pas indubitablement l'égalité de fait, différentes acceptions juridiques de ce principe ont alors vu le jour. Certaines inégalités de droits, et donc des discriminations, sont devenues justifiées, au regard de différences de situations concrètes notamment sur le plan économique et social ou par des motifs d'intérêt général, sous réserve qu'elles concouraient à servir l'égalité de fait. Il est alors aisé de saisir la difficulté de penser la discrimination, conçue en tant qu'inégalité illégitime et arbitraire, dans un tel espace normatif et cognitif égalitaire. Le modèle d'intégration de la société française représente un deuxième élément d'explication de cette impensée, ayant quant à lui contribué à former une entrave à la représentation collective de cette réalité. Quels sont les fondements d'une telle explication ? Sous la Troisième République, alors que la population française est très hétérogène en raison d'un mouvement d'immigration unique en Europe au XIXe siècle, la France souhaite affirmer son unité culturelle à travers la promotion d'une politique dite d'assimilation, qui repose alors sur une pleine adhésion, par les immigrés aux normes de la société d'accueil. Ils sont censés abandonner dans l'espace public ou renoncer à toutes leurs caractéristiques d'origine pour se fondre dans la nation française. L'entière responsabilité de la réussite ou de l'échec de ce processus repose sur les étrangers eux-mêmes ainsi sommés de s'intégrer, en adoptant tous les attributs de cette société. De ce principe d'assimilation découle ce qui pourrait être nommé la chronique d'une responsabilité annoncée des populations immigrées en matière d'intégration. Cependant, au cours des années 1970, cette logique se voit bousculée pour la première fois par la question du colonialisme et de toutes les formes de domination européenne. La doctrine de l'intégration qui prend alors forme propose une conception moins impliquante pour les populations immigrées. Elle donne aussi à voir un léger infléchissement concernant la question des différences, en insistant sur le respect des cultures et des valeurs qui sont celles des différentes composantes de la société française, et le rôle de la société, sur les solidarités nécessaires et l'acceptation de règles communes. Ceci ne sera pas suffisant, du moins dans un premier temps, pour que la question de la responsabilité dans la réussite ou l'échec du processus d'intégration des populations immigrées soit envisagée différemment. Cette lecture de l'intégration qui persiste engendre de fait une vision biaisée de la réalité. Elle contribue, comme l'explique le sociologue Michel Viviorca, à minimiser, voire à gommer les carences des institutions et à grossir les obstacles qui proviendraient des intéressés, les immigrés,
le seul sésame pour réussir cette intégration étant à trouver dans leurs caractéristiques propres et dans leur capacité à se saisir des possibilités offertes par les institutions intégratives, école, travail. Les propos recueillis auprès d'un acteur de la politique d'intégration illustrent bien les enjeux liés à cette lecture. On était alors dans une posture intellectuelle qui considérait le droit commun accessible à tous. Il est accessible, il est disponible, il est universel, il prône l'égalité de traitement pour tous et l'égal accès aux droits pour tous. Il n'y a vraiment aucun problème, sauf pour certaines personnes qui ne sont pas dotées des prérequis pour y accéder. On a vécu jusqu'en 1998 à 1999, dans un monde dans lequel le mot discrimination n'avait même pas de raison d'exister. Entretien représentant par exemple. FASFASILD, décembre 2006. Avec une représentation plaçant l'effort des immigrés au cœur de la réussite ou de l'échec du processus d'intégration, l'espace pour l'émergence d'autres formes d'explication, comme les discriminations par exemple, semble bien réduit. La conception unitaire de l'État français renforcée du principe de non-distinction représente un troisième facteur ayant contribué à cette cécité, sur la question de la discrimination. Comme l'affirme la Constitution, la communauté nationale est indivisible. Il n'est pas donné à voir le pluralisme culturel des citoyens français, ni les particularismes dont ils pourraient se revendiquer au regard de leurs croyances religieuses ou de leur appartenance ethnique, notamment en vue d'obtenir des droits spécifiques. La France ne connaît pas d'autre peuple que le peuple français, exempt de minorités et uniformément soumis à des principes qui constituent son identité. L'identification de groupe reviendrait de fait à nier l'égalité en constatant l'échec de cet idéal. Dans cette perspective, et pour des raisons historiques liées à la conception philosophique de la nation française, le passage aux politiques de l'origine ethnique ou raciale a toujours représenté une véritable gageure. La France se conçoit sans race, à la différence de certains pays comme les États-Unis ou l'Angleterre. La notion d'origine ethnique ou raciale constitue un point aveugle du modèle politique français. Il n'existe aucune définition, ni reconnaissance officielle juridique ou administrative, de cette notion et aucun contenu, aucune caractéristique ne lui sont attachées. Au cours des années 1930, la répugnance à l'égard du mot « race » se généralise même au sein des élites républicaines. Cette période est cruciale au regard de la construction par les forces de gauche d'un projet politique fédérateur autour de la dénonciation de l'antisémitisme et du nazisme. La proclamation d'un principe de non-distinction en raison de l'origine, de la race et de la religion dans le préambule de la Constitution de 1946 apparaît alors comme la trace historique du refus des discriminations nées des circonstances atroces de la guerre, le témoin des drames passés. Si cette inscription constitutionnelle est forte sur le plan symbolique, l'origine ethno-raciale des citoyens n'aura pas d'autre visibilité dans l'espace public français en raison notamment de l'effet supposé performatif d'une telle énonciation qui ferait accroire que les races existent bel et bien. La réponse politique et juridique de la France est en fait d'opposer une stratégie globale d'indifférenciation. Elle adopte pour cela une catégorisation à vertu, unificatrice, la nationalité. Cette représentation universaliste d'une société sans race est d'ailleurs considérée comme l'instrument le plus performant pour lutter contre le racisme, voire comme un gage de son inexistence. Et ceci n'a-t-il pas plutôt conduit à une occultation du racisme et de ses effets ? Comment en effet concevoir l'existence de différences de traitement en raison de l'origine raciale dans une société qui refuse justement de penser cette notion ? A fortiori, comment lutter contre un phénomène que les catégories de l'action publique ignorent ? Par ailleurs, comment ne pas évoquer le caractère possiblement volontaire de cette cécité ? Autrement dit, face à une réalité qui dérange et dont on ne sait que faire, la dénier peut représenter une solution ? Cette incapacité à penser la réalité de la discrimination à travers une perception idéalisée du modèle républicain semble tout particulièrement illustrée par ces propos d'acteurs institutionnels. Une réalité difficile à accepter surtout pour les agents du service public qui, formés au moule républicain, considèrent comme impossible, voire impensable l'existence de discrimination dans leur propre institution. Noureddine Boubaker, Discrimination raciale et reconnaissance publique, Échange santé sociale, numéro 101 mars 2001 page 94.
Autre chose aussi, c'est le grand principe républicain. La France, pays des droits de l'homme, pays de l'égalité, n'est pas le pays d'une égalité réelle. Et ça, il y a un déni très fort au niveau de l'administration, un déni extrêmement fort de cette question-là. Entretien représentant A. Direction de la population et des migrations, ministère Emploi et Solidarité, mars 2006. Toutefois, mettre en avant la performativité des principes d'égalité, d'universalité et d'intégration ne suffit pas à expliquer l'inertie des pouvoirs publics français en matière de lutte contre les discriminations. D'autres facteurs peuvent également être invoqués dans la production de cette impensée politique, comme par exemple la formation d'un espace de discrimination légale. Section 2. La formation d'un État discriminant. Si les principes précédemment évoqués ont contribué à masquer la réalité de la discrimination, d'autres, comme la souveraineté étatique et la sauvegarde de l'intérêt général, ont conduit à une représentation légitimée de ce phénomène. Ainsi, au cours de l'histoire de la nation française, certaines différences de traitement en raison de la nationalité ont été légalisées dans le domaine de l'emploi. Une frontière légitime, entre nationaux et étrangers, confortée par le développement de l'État-providence et par certains événements historiques, a alors été progressivement dessinée. Comment expliquer la légalisation de ces différences de traitement entre étrangers et nationaux dans le domaine de l'emploi? Pays d'immigration. La France a connu 3 périodes essentielles d'afflux de migrants, à savoir le Second Empire, les années 1920 et l'après-Seconde Guerre mondiale, autour des années 1970. 3 phases étroitement liées aux besoins de développement industriel et concomitantes à des périodes de prospérité. Pour l'essentiel, ces arrivées de populations étrangères ont été liées, du moins jusqu'à la Libération, à l'important besoin de main-d'œuvre dans les entreprises et pour l'armée. Lors des périodes de crise, notamment celles des années 1880, 1930 et 1975, la question de l'immigration se posait en des termes différents. La tendance était plutôt de fermer les frontières et d'engager des mesures restrictionnistes à l'égard des étrangers. Jusqu'au XIXe siècle, être étranger ou être national est en fait relativement indifférent, les droits politiques et sociaux, assez restreints à cette époque, étant quasiment identiques. Dans les entreprises, aucune faveur légale n'est proposée aux nationaux. Il y a par exemple assimilation complète pour la réparation des accidents du travail entre un ouvrier étranger et un ouvrier français. Les premières lois sociales elles-mêmes, par exemple sur la limitation du travail des enfants en 1842 et sur l'ébauche d'un droit ouvrier en 1848, et les premiers droits sociaux accordés aux travailleurs, la loi de 1898 sur les accidents du travail, n'établissent aucune discrimination. Seuls les droits civils distinguent les étrangers des nationaux, notamment concernant le droit d'aubaine. La définition de l'étranger remonterait en fait à l'apparition de l'État-nation. Progressivement, ces 2 catégories, les étrangers et les nationaux, vont voir leurs droits diverger. L'établissement de droits et prérogatives réservés aux seuls citoyens français se trouve alors justifié à l'aune des principes réalistes de souveraineté étatique et de protection de la collectivité nationale. Pour l'historien Gérard Noiriel, cette époque est celle où l'étranger aurait été défini par la négative. Il est celui qui n'a pas la nationalité française, qui ne possède pas les droits consentis aux nationaux, ce qui aurait laissé des traces. C'est dans ce contexte de la fin du XIXe siècle que les règles relatives à l'accès au marché du travail vont se trouver progressivement sédimentées au rythme des périodes de crise et de chômage, accompagnées le plus souvent de poussées xénophobes dénonçant un lien direct entre les flux d'immigration et le volume de chômage, une représentation qui traversera les décennies. À ces réflexes xénophobes régulièrement réactivés, une crainte est venue s'ajouter, celle d'une possible concurrence des travailleurs étrangers sur le marché du travail, avec l'idée sous-jacente d'une mise en concurrence déloyale avec les travailleurs nationaux. Ceci a conduit les pouvoirs publics à instituer des principes légaux de plus en plus hostiles aux étrangers, et à légaliser des discriminations en raison de l'origine nationale dans l'accès à certaines professions et ou secteurs du marché du travail. L'intitulé d'un projet de loi déposé en 1899 illustre particulièrement bien ce qui se joue alors.
projet de loi destiné à écarter de la fonction publique tous les descendants d'étrangers jusqu'à la 4e génération. Le court extrait de l'exposé des motifs reproduit ci-après apparaît encore plus saisissant. L'étranger est partout, il envahit la banque, les professions libérales, il accapare à son profit certains commerces, certaines industries qui jusqu'alors étaient entre les mains des Français. Sans aller jusqu'à évoquer, comme Gérard Noiriel, un rejet de l'étranger diffusé dans l'ensemble de la société, cette époque est tout de même celle des premières mesures discriminantes prises envers les étrangers. Ce mouvement va s'amplifier lors des périodes suivantes de crise économique et de pression des milieux professionnels. Les décennies 1920 et 1930 voient le nombre d'emplois fermés aux étrangers s'étendre notamment aux professions libérales, avocats, médecins, dentistes, sages-femmes, sous la pression des organisations syndicales ainsi que des corporations professionnelles. C'est à cette période que la CGT obtient par exemple un droit de regard pour empêcher toute concurrence étrangère sur le marché du travail. Le contexte de guerre et d'après-guerre n'est pas plus favorable aux étrangers. Si les mesures discriminatoires prises sous le régime de Vichy, envers les Juifs et les étrangers, seront abrogées dès la Libération, les restrictions en raison de la nationalité dans l'exercice de certaines professions se verront maintenues. À la lumière de ces éléments, doit-il pour autant être conclu que ces mesures envers les étrangers sont l'héritage ou la réminiscence de ces moments sombres de l'histoire nationale empreints de xénophobie et de protectionnisme exacerbé? Si l'argument peut paraître fort, il révèle néanmoins toute l'ambiguïté de ces dispositions et leur maintien au cours de l'histoire. Par ailleurs, si comme le suggère de façon très singulière le sociologue Abdelmalek Sayad, l'État serait par nature discriminant, c'est-à-dire ayant par nature une fonction de définition, de délimitation, ceci viendrait conforter l'analyse proposée ici de la contribution des discriminations légales à cette impensée politique. En étant intrinsèquement discriminant, comment l'État pourrait-il en effet penser la discrimination comme un problème à traiter ? Cette mise en perspective socio-historique de la production d'un espace de discrimination légale à l'égard des travailleurs étrangers conduit à la conclusion suivante. En consacrant, par le droit, des différences de traitement en raison de la nationalité sur le marché du travail, l'État a participé à la formation d'une représentation légitime de la discrimination, même si cette légalisation ne visait que les étrangers. Et par extension, voire par assimilation, ceci a contribué à naturaliser d'autres différences de traitement, voire à les conforter. Autrement dit, la consécration de certaines discriminations a pu conférer une forme de légitimité sociale à des pratiques illégales. Cet extrait d'un rapport public semble particulièrement bien illustrer ce cheminement. Si la loi trace des frontières sur le marché du travail, si elle autorise les employeurs, au premier rang desquels l'État, à discriminer radicalement entre Français et étrangers dans nombre de professions, elle entretient et légitime l'idée qu'il est normal d'opérer les discriminations à l'encontre de l'étranger sur le marché du travail. Les discriminations instituées et légitimées par l'État constituent un des facteurs d'émergence, peut-être une condition, des discriminations informelles ou illégales. Elles les sous-tendent, les soutiennent et leur servent de caution. Rapport du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, Immigration, emploi et chômage. Un état des lieux empirique et théorique, 1999, page 111. La mise en relief de cet espace de discrimination légale permet en partie de saisir les raisons pour lesquelles l'État français n'a pu concevoir le versant problématique des discriminations. Pour que cela se produise, il faudra que s'opère une forme d'aggiornamento sur les causes et les motivations de ces dispositions historiques, ce qui n'interviendra que quelque temps plus tard, au cours des années 1990. Un autre processus historique a également joué un rôle majeur dans cette vision légitimée de la discrimination. Au cours de son histoire, la France, à travers certains de ses représentants politiques, a eu à plusieurs reprises la tentation d'ériger l'origine ethno-raciale comme critère de différenciation, en plus de celui de la nationalité. C'est notamment à partir de l'affaire Dreyfus et du mouvement xénophobe des années 1880 que les stéréotypes sur l'hérédité, sur le déterminisme de l'origine ethnique commencent à émerger. Un courant visant les juifs étrangers ou ayant l'air étranger prend alors forme. La crise des années 1930 ne fait qu'aggraver la situation.
Elle annonce une ère aux accents de différentialisme ethnique et de hiérarchie raciale fondée sur des préjugés d'inassimilabilité. Certains experts prônent une sélection des immigrés en fonction d'a priori sur leur aptitude à s'assimiler ou non à la population nationale, et sur leur capacité au travail. À la fin des années 1930, une enquête est orchestrée par Georges Mocco, membre du cabinet du secrétariat à l'immigration et du Haut Comité de la population. Elle vise à classer les ouvriers étrangers en fonction de leur nationalité, selon leur valeur au travail industriel. Cette étude est fondée sur un double préjugé racial. D'une part, certains étrangers sont inassimilables, d'autre part, l'ethnie française connaît une supériorité attractive. Dans cette perspective, l'origine ethnique constitue un élément déterminant de l'assimilabilité. Sous le régime de Vichy, ces thèses prennent une nouvelle dimension. Cette phase est d'ailleurs considérée comme sans précédent dans l'histoire contemporaine de la France. L'Institut national d'études démographiques, INED, né sous ce régime, vient apporter du crédit scientifique à ces discours différentialistes. La prégnance de l'origine ethnique ou religieuse dans l'attribution de droits est à son apogée. À la Libération, malgré le retour aux valeurs républicaines, le débat sur les questions ethniques ne s'estompe pas. Le général de Gaulle, alors président du gouvernement en 1945, suggère même une politique discriminatoire en matière de naturalisation, une sorte de politique de quotas ethniques qui ne dit pas son nom. La même année, une note interne du ministère du Travail, dirigée par Alexandre Parodi, pose l'origine ethnique comme l'un des 3 critères de sélection de la main-d'œuvre étrangère introduite en France. Mais ceci ne durera pas. La période d'après-guerre, dont l'enjeu principal est la reconstruction, aura raison de ce débat. Un bref retour dans l'espace public se réalise toutefois au cours de l'année 1974, dans un contexte de politisation croissante de la question de l'immigration. Le postulat de l'inassimilabilité en fonction de l'origine ethnique se voit réactivé, même s'il est moins empreint de préjugés différentialistes. Ainsi, sans n'avoir jamais pu véritablement s'imposer, ni s'installer dans la durée, l'incursion de ces thèses dans l'enceinte publique nationale a malgré tout tendu à accréditer l'idée que tous les étrangers ne sont pas également assimilables. Données à voir comme scientifiques, ces thèses ont alors contribué à justifier et donc légitimer les pratiques de discrimination à raison de l'origine ethno-raciale, constituant un nouvel obstacle à une représentation problématique de la discrimination. Un autre processus historique peut être invoqué en tant que vecteur d'une légitimation de la discrimination, la période de colonisation. En se fondant sur un principe de supériorité culturelle d'une nation sur l'autre, ce processus de domination s'exerce non seulement en raison de la nationalité, mais aussi en raison de la race. Dès lors, comment ne pas penser, à l'instar de Noureddine Boubaker, alors directeur emploi-formation au Fonds d'action sociale, que puisse subsister de ce passé de puissance coloniale une survivance de la hiérarchisation des personnes en fonction de l'origine ethnique. Comment ne pas procéder à un rapprochement avec les thèses précédemment décrites? En tout cas, comme l'analyse le sociologue Pierre-André Taguieff, ce processus de colonisation a plongé la France dans un dilemme républicain, c'est-à-dire dans une profonde contradiction entre l'universalisme antiraciste affiché et cette pratique, le colonialisme, marqué par un courant de racisme évolutionniste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.